Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e épisode du Seb Show dédié à la première saison de Big Brother Célébrité Québec. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve sous le vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous dirais que la majorité répondent à ça, mais je trouve encore certains de vos nouveaux commentaires sur certains anciens vidéos. Essayez quand même de les mettre sur les nouveaux. C'est plus facile pour moi de vous suivre. Des fois, ça se peut que j'en oublie sur les anciens. J'ai pas commencé mon tri non plus sur mes plus anciennes vidéos, donc 2020 et avant. Mais je vais repasser ces vidéos-là en revue. Chaque vidéo un par un. Ben oui, j'ai pas de vie de même. Non, mais sérieusement, c'est juste parce que pour moi, c'est important de répondre à tous vos commentaires et je prépare évidemment toutes les questions-réponses pour l'après Big Brother parce que présentement, j'ai pas le temps de faire un vidéo supplémentaire dans une semaine. Fait que sûrement qu'après que Big Brother Célébrité soit terminé, je vais me mettre sur des questions-réponses pour un petit bout de temps parce que j'en ai quand même plusieurs questions autres, disons, de télé-réalité ou de vie personnelle ou peu importe. Donc, évidemment, cette semaine, je vais commencer parce que c'est une question qui m'est revenue beaucoup vu les annonces qu'il y a eu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'allais couvrir Big Brother Canada dans mes vidéos. La réponse est malheureusement non. Big Brother Canada tombe vraiment mal d'un point de vue professionnel parce que je suis complètement débordé. Autant par mon travail en comptabilité, je fais de l'impôt, c'est ma période d'impôt pour moi, et aussi pour mes autres projets sur lesquels je travaille. Disons que le timing est très mauvais, j'aurais pas le temps de suivre Big Brother Canada, surtout en même temps que Big Brother Célébrité. J'aurais peut-être pris la chance si ça avait été un après l'autre, mais dans la situation, je pourrais malheureusement pas. J'ai pas assez de temps à consacrer sur l'écoute de la saison. J'ai pas le temps d'écouter rien d'autre, donc ça vous donne une idée. Fait que je me suis désabonné de toutes mes chaînes que je pouvais écouter, donc c'est comme ça. Donc désolé, Big Brother Canada va passer dans le tordeur encore cette année, donc je vais peut-être essayer de me reprendre l'année prochaine, mais en tout cas cette année c'est un non. Bon, pour revenir à Big Brother Célébrité Québec, l'élimination, pas grosse surprise, on en a parlé, ça a été... l'épisode de dimanche a été une longue agonie, à mon sens. C'était comme... Oh, je sais pas comment vous l'avez senti, mais pour moi, c'était comme du remplissage de temps. Il y avait rien d'intéressant, c'était vide. C'était le vide interstellaire le plus complet dans l'épisode du dimanche. Puis je comprends pas cette mentalité-là. Tu sais, quand je vois les gens qui font comme je les aime, fait que je vais voter contre eux parce que c'est ce qu'ils veulent. Puis, je sais pas, ça m'enrage. Tu sais, je suis comme. Oh, man. Puis, une chance que c'est des célébrités dans le sens de dire. Je comprends qu'ils ont pas besoin de Big Brother célébrité. Tu sais, on s'entend que ces gens-là, c'est pas des gens qui sont allés porter leur candidature à la maison de production en faisant comme hey, je veux absolument faire partie de ta saison, je veux absolument être là, pis man, il faut que. Non, c'est du monde qui ont été approchés par leurs agents, qui ont été approchés par les maisons de production en disant écoute, on va te donner un cachet, tu vas pouvoir participer, tu vas avoir un salaire qui va être attribué. Puis c'est du monde qui, peut-être à quelques exceptions près, se foutent un peu de ce game-là. Je veux dire, c'est pas des gens qui veulent nécessairement être là. Pour eux, c'est un travail d'être là. Et donc, ils ont un salaire qui vient avec, puis bon, ils ont des conséquences par rapport à ça, exactement comme n'importe quel tournage de télévision ou autre. Et donc, ces gens-là se foutent un peu d'être là ou non. Je veux dire, en restant plus longtemps, le salaire est plus élevé. Mais d'un autre côté, à partir du moment qu'ils ont fait le salaire que, dans leur tête, est acceptable, vis-à-vis les cœurs en titre qu'ils peuvent avoir de la situation ou autre, ben, eux autres, la game est faite. Je veux dire, c'est pas une saison traditionnelle où il faut que tu te rendes à la fin pour gagner quelque chose. Eux, dans leur tête, à chaque semaine, ils gagnent de l'argent, donc ça devient comme une job que tu fais. Puis quand t'es écœuré de ta job, tu sais avec ton camp.
c'est exactement cette mentalité-là. Et ça donne un peu cet effet-là. C'est-à-dire que le monde pense pas stratégiquement à dire j'essaie de me sauver le cul. Je voyais Camille cette semaine, fait comme ben tu sais, votre alliance est dominante, puis là, tu sais, il arrête pas, vous avez toujours le nombre, puis là, je voudrais avoir le pouvoir, puis tout. Je vais sûrement revenir là-dessus parce qu'on va parler de Kevin et Camille, ben surtout Kevin. Mais quelque part, c'est que tu permets ça d'arriver. Je veux dire, quelque part, en votant toujours avec ton cœur, ben c'est plate, mais c'est ça qui arrive dans le jeu. Je veux dire, la majorité des gens ne pensent pas stratégiquement de créer quelque chose. Je veux dire, cette semaine, il y avait cette possibilité que des gens auraient pu arriver puis logiquement dire écoute, je prends le risque puis j'en élimine juste un des deux de Lisande puis Claude. C'était une stratégie qui était jouable. Puis on élimine Richardson sur le side. Et là, la question, c'est de dire, est-ce que la personne qui reste va partir en même temps? Et donc là, tu as éliminé 3 joueurs en même temps, ce qui est très bon stratégiquement. Je veux dire, tu as une twist à 2 éliminations, puis tu as un 3e joueur qui part en même temps parce qu'il est frustré ou parce qu'il va être avec sa dulcinée ou peu importe. Que ce soit Lisande, que ce soit Claude, c'était jouable. Il aurait pu éliminer Richardson, même si je le sais que pour nous autres, en tant que téléspectateurs, ça aurait peut-être été moins le fun, dans le sens que ça amène un côté comique au show, ce cher Richardson, mais ça reste que stratégiquement, c'était jouable d'éliminer juste une des deux personnes entre Lisande et Claude. Non, c'est comme, on les aime, on veut les sortir ensemble parce que c'est ce qu'ils veulent, on veut respecter leur volonté, puis on dirait qu'à chaque semaine, c'est un peu ça, c'est cette philosophie-là de faire comme, on veut respecter le désir. Ouais, mais quand le monde veut le rester, vous les éliminez pareil, ça fait pas votre affaire. Tu peux pas avoir la même mentalité. Hein, tu peux pas arriver. Je veux dire, quand ils ont éliminé Rita Baga, ils s'en sont foutus complètement que le gars fasse comme hey, ou la fille, dépendamment, excusez-moi, c'est comme peu importe, mais qui veut rester, fait comme non, moi je veux jouer, ah, c'est pas grave, toi, tu veux jouer, c'est pas grave, stratégiquement on t'élimine. Mais quand quelqu'un dit moi je veux partir, non, je vais te respecter parce que émotionnellement, ça me tient à cœur. Mais c'est donc bien innocent, je veux dire, Puis c'était le problème d'une saison de célébrité. Je vous l'ai exprimé dans ma toute première vidéo, si ma mémoire est bonne, avant même que la saison allait commencer. J'ai dit, ma crainte, c'est ce qui va arriver. Il y a des joueurs qui vont vouloir quitter. Et on a, évidemment, le nouveau cas qui est Manu qui fait comme, ouais ben moi finalement, moi aussi j'ai décidé de sacrer mon camp. Veux-tu bien me dire, ok, tu te bats comme un forcené dans le veto, t'as gagné 2 patrons, t'avais l'air de vouloir survivre pendant... Puis là, là, je suis plus capable. Là, faut que je voie mes enfants. Dans le fond, là, et là, je vous parlais de mathématiques côté salaire, c'est probablement l'équation que Manu avait, parce qu'au début, il disait, je t'y cite, ça me tente pas d'être cite, mais je le fais pour ma famille, je le fais pour mes enfants. Donc, le gars avait besoin d'argent. On s'entend. C'est logique. Bon. Donc, il avait besoin d'argent. Maintenant, ça veut dire que ses coffres sont revenus corrects. Ça veut dire qu'il a récolté assez d'argent pour faire vivre sa famille durant la prochaine année. Donc, c'est comme, OK, c'est correct, je peux sacrer mon camp. C'est un petit peu ça, dans le fond, qu'il vous dit. Et dans un cas comme ça, je me sens niaisé en tant que téléspectateur. Encore une fois, c'est comme, j'ai fait ma part. Chaque mon camp, j'ai fait mon cash. Je vais pas en chercher plus parce que, ultimement, vous savez, Manu est arrivé puis il a sorti une quote, c'est que son rôle le plus important dans sa vie, c'est son rôle de père. Et c'est ultra respectueux. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui peut me rejoindre émotionnellement de dire, je comprends, ton rôle de père te tient à cœur, tes enfants, tu les aimes, t'aimes ta famille, tu veux être là pour eux autres. Parfait, je comprends ça. Je comprends le feeling. Mais ton rôle de père, c'est aussi de, entre parenthèses, pas le faire honte. OK? Tu sais, d'arriver et de faire comme que ton père c'est un lâcheux, que ton père il abandonne, que ton père il veut plus jouer, là il est plus dedans, que ton père va pas chercher le Grand Prix, se bat pas pour avoir le Grand Prix. Si tu te fais éliminer parce que stratégiquement t'étais moins bon, au moins t'as essayé. Mais là c'est vraiment de dire, ouais j'ai fait mon cash, je crée mon cash. Je sais pas, ça donne un feeling
que j'aime pas. OK? En tout cas, qu'en tant qu'enfant, j'aimerais pas voir nécessairement de mon parent. Puis ça, c'est purement personnel. Mais il a beau m'aimer tant qu'il veut, j'aimerais qu'il se batte, j'aimerais qu'il soit un modèle pour moi d'arriver puis de faire comme je veux pousser la machine plus fort, puis que justement, s'il va chercher de l'extra en termes d'argent, il a survécu une semaine de plus, 2 semaines de plus, il a gagné à la fin, ben c'est de l'argent de plus pour la famille, c'est de l'argent de plus pour peut-être potentiellement mes études en tant qu'enfant, pour mon futur, peu importe, on s'en fout, pour du luxe en tant que famille. Mais il me semble que ton rôle de père, c'est aussi d'arriver puis d'essayer de te battre pour ta famille, d'essayer d'aller en chercher le maximum. Puis Manu était, puis je vous l'ai dit dans mon dernier vidéo, était potentiellement un gros joueur qui pouvait gagner. Un gros joueur dans le sens, pas qu'il était bon stratégiquement, mais dans le sens de dire qu'il était bien positionné pour gagner. Il y a des gens qui me disent non, il y a trop de gens qui le détestaient, toi. Mais un juré fonctionne pas nécessairement comme ça. Un juré, et c'est comme dans une élection, un juré vote rarement pour quelqu'un, il vote souvent contre quelqu'un. Et en politique, c'est exactement le même principe. Souvent, les gens se font défaire à des élections parce que le plus gros de la population va voter contre l'autre, contre eux autres, et pour quelqu'un par la bande, mais c'est pas un vote de j'aime l'autre nécessairement. Et donc, de cette philosophie-là, Emmanuel était bien placé parce que même s'il y a des gens qui n'aimaient pas sa personnalité, je pense pas que les gens le détestaient à mourir au point de dire je veux pas le voir gagner. Alors que certains joueurs peuvent être dans cette situation-là qui évoque un sentiment négatif. Fait que malgré les commentaires de Manu, la majorité des gens semblent s'entendre pour dire qu'il était... il respectait quand même sa pensée, une mentalité peut-être un peu plus vieille, peut-être un peu plus... moins à jour, mais pas nécessairement d'une façon où ce que les gens le détestent nécessairement. Donc, par contre, j'avais dit aussi dans mon dernier vidéo, Manu était dans les 3 possibilités que je voyais qui pouvaient encore partir. Dans le dernier, la semaine passée, jour pour jour, avant même que la semaine commence, je vous ai collé que 3 joueurs étaient potentiels à partir encore. En fait, 4. Un que je considérais un peu moins à ce moment-là. Mais je disais Manu, Maxime, Kim et Kevin par la bande. C'était les 4 que je voyais qui pouvaient potentiellement partir encore. Et finalement, ben Manu a décidé de dire oui, je vais quitter. Donc, est-ce que je suis excité de cette nouvelle? Aucunement. Je trouve que ça démontre à quel point que le show a été mal pensé. Il y a plein de choses qui nous le montrent depuis le début, mais ça démontre à quel point que ça a été mal réfléchi, comment que ça a été emmené. Et le problème, c'est que, ben honnêtement, aujourd'hui, je vous le dis, ça va être Manu qui va se faire éliminer dimanche. Je veux dire, c'est une certitude. Ils auront beau montrer Kevin tous les mauvais jours au monde, le casting est trop faible. Il est trop émotionnel. C'est comme, on veut respecter la personnalité des autres. On veut pas faire trop de mal. On veut pas aller contre des gens. Et je trouve ça pathétique. Je trouve ça innocent. Je trouve ça... Rendu là, c'est pas une game, vous êtes en train de cueillir des cocos de Pâques ensemble, là. C'est à peu près ça, genre, oh non, t'as pas assez de cocos dans ton panier? Ben, je vais t'en donner quelques-uns du mien. Oh, c'est super gentil, puis là, tu gambades dans la prairie, à une main dans la main, en faisant comme, la vie est tellement belle. Je trouve quasiment que ça ressemble à ça, et c'est d'un ennui et d'une insignifiance incroyable. Mais c'était prévisible. Je vous l'avais collé là, au tout début, avant même que le show commence. C'est une très grosse possibilité et c'est ce qu'on est en train de vivre présentement. Puis pour moi, un joueur qui demande de se faire sortir par le vote ou qui part de lui-même, ça revient exactement au même mot pour moi. Puis je ne sais pas si eux, ça fait un changement par rapport à leur contrat.
Dans le sens de dire, s'ils se font sortir, est-ce qu'ils sont payés une semaine pleine? Est-ce que s'ils sortent par eux-mêmes, est-ce que ça fait en sorte que, bon, le contrat est coupé d'une journée, 2 jours, c'est-tu proraté? J'ai aucune espèce d'idée, y a-t-il une pénalité de vouloir partir? Mais pour moi, ça revient exactement au même. C'est aussi insignifiant. Puis moi, il y a des gens qui disaient, ouais, mais comment tu pourrais contrer ça dans une saison de même? C'est très simple. Honnêtement, premièrement, l'histoire des salaires, je le sais que c'est avec l'UDA, je le sais qu'il y a des contraintes et que malheureusement, ils ne peuvent pas sauter par-dessus ces contraintes-là. Et c'est pour ça que la saison de célébrité était une mauvaise idée. Mais admettons que vous mettez ça, ben vous mettez dans la clause du contrat que si la personne décide de sacrer son camp ou demande de se faire éliminer, ben c'est bien de valeur, elle touche pas une maudite scène. Au minimum, vous mettez cette clause-là. Fait que la personne, à la limite, voulant se faire éliminer, faudrait qu'elle fasse un show pour se faire haïr, puis se faire éliminer par la bande. Au minimum. Est-ce que c'est admissible par rapport à l'UDA de dire je paye pas mon artiste parce qu'il a décidé de sacrer son camp? Je le sais pas. Et ça, c'est un aspect technique que malheureusement, je ne connais pas par rapport à l'UDA. Moi, à mon sens, tu es sur un contrat de travail, tu seras en production quelque part, tu claques la porte de la maison de production, même si tu as tourné 100 scènes. Peut-être pas autant, mais en tout cas, vous avez tourné 5 scènes complètement. Puis finalement, vous claquez la porte. En mon sens, tu devrais pas être dédommagé. On est obligé de refilmer tes scènes. Fait que sur un film, sur une série télé, ça marche de même. Fait que pourquoi ça marcherait pas de même dans Big Brother Célébrité de dire ben si tu sais que ton camp ou tu demandes de te faire éliminer, ben c'est tout bad mon chum, t'as pas de maudite scène. Fait qu'au minimum, la personne pourrait provoquer le fait de se faire éliminer. Mais il faudrait que ça donne un show au minimum. Et encore là, ça veut pas nécessairement dire que les joueurs vont pencher dans cette direction-là. Ils vont peut-être dire, ben finalement, la personne a tellement fait de merde cette semaine, je vais gagner contre elle à la fin. Et la personne va se pogner dans un loop, dans un tourbillon, qu'elle va être obligée de continuer sa merde ou de changer sa façon de jouer pour soit être vue comme une très grosse menace, soit se faire haïr au fond, mais au moins ça va donner un show aux téléspectateurs. Mais encore là, c'est une notion que soit qui est pas applicable dans les contrats de l'UDA, soit qui n'a pas été pensé par la production. Puis là, ben, on a évidemment les gens qui quittent l'aventure ou qui demandent de quitter l'aventure et ça fait vraiment... ça serait... Imaginez-vous, là, parce qu'on est à Big Brother, OK? Qu'on le veuille ou non, c'est dans les grandes téléréalités quand même, le concept de Big Brother, donc comme Survivor ou Amazing Race ou ces choses-là. Imaginez-vous, là, on transpose ça dans le sport. Si on transposait le tout dans le sport, imaginez-vous, vous êtes en finale de la Coupe Stanley, là. Puis là, finalement, il y a des joueurs dans une équipe. Oh, à soir, ça me tente pas. Je rentre chez nous, moi. Il n'y en a pas de problème. Ma famille me manque. Je trouve que moi, être dans un camp isolé avec mon coach puis mes coéquipiers, là, c'est lourd, c'est lourd. Ah, je sacre mon gars. Pouvez-vous l'imaginer, là? Non. Ça arrivera pas. Puis généralement, même les joueurs qui sont ultra blessés vont continuer à jouer. Ils vont continuer à se battre. Puis je comprends que les salaires sont impressionnants, mais ça reste quand même qu'ils vont y aller jusqu'au bout, tu sais. Puis de voir ça, c'est une sorte de déchéance du concept. Puis moi, je me souviens, le premier départ volontaire dans Survivor est survenu. Puis là, je parle pas d'évacuation médicale, parce que l'évacuation médicale, c'est autre chose. Il y a eu comme Mike Scoppen qui avait tombé dans le feu ou des choses comme ça. Mais le premier vrai départ du jeu, ça a été Austin, si ma mémoire est bonne, Survivor 7. Et Austin, quand il a voulu partir, Jeff Probst a voulu vraiment faire un exemple de lui. Et ce que Jeff Probst a fait, c'est qu'il l'a humilié. À cause du fait que le joueur voulait sacrer son camp. Pour Jeff Probst l'avait expliqué par après, il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui appliquaient pour participer à Survivor. Tu as la chance de faire partie de Survivor
et finalement, tu décides qu'en plein milieu du jeu, c'est trop dur, tu sacres ton camp, ben Jeff Probst avait aucun respect pour ça. T'as volé la place à quelqu'un. C'est cette mentalité-là. T'as volé systématiquement la place à quelqu'un qui aurait peut-être pu se battre, peut-être aurait pu gagner, aurait peut-être voulu aller plus loin dans le jeu. Et Jeff Probst avait été extrêmement dur envers Austin quand c'était arrivé. Mais ici, on les traite comme si c'était correct. Moi, je vois encore des gens qui louangent ceux qui ont crissé le camp. Ils ont crissé le camp. Ils ont abandonné. On peut-tu arriver puis mettre un peu plus haut disons, augmenter notre côté de satisfaction collectif plus haut que genre on louange les gens qui abandonnent au Québec? Je veux dire, on peut-tu arriver puis faire comme hey, on veut que les gens se battent puis réussissent? On dirait qu'on est comme bâti sur une société de dire non, on s'en va au plus faible dominateur commun. On accepte le fait que les gens abandonnent. On est comme ah, t'as abandonné? Ah, c'est bien beau, la vie est belle. Arrêtons de louanger ces gens-là. C'est plate. Je comprends qu'il peut y avoir des éléments extérieurs. Puis je vais vous donner l'exemple. Kim a eu du décès, elle n'a pas sacré son camp. Je sais pas si elle a eu le privilège d'aller voir une journée ou quelque chose de même, un proche, n'importe quoi, mais au moins elle n'a pas abandonné. J'ai beaucoup de critiques face à elle, mais au moins elle n'a pas abandonné. On voit les autres qui ont de la difficulté pareil, mais ils abandonnent pas. Quand les gens viennent pour abandonner, je trouve ça lourd. Je trouve ça... Puis je comprends que c'est très lourd un jeu de même, mais en plus, t'es dans un jeu comme ça, puis ton salaire est de 7000$ par semaine, il me semble que t'as un certain incitatif à survivre. Si t'étais pas payé une scène, puis que ta seule et unique motivation était la faim, puis que me semble que tu vois pas ta possibilité de gagner, je peux comprendre que ça pèserait beaucoup plus lourd sur tes épaules. Mais dans le contexte actuel, il me semble que tu devrais quand même essayer d'avoir un certain orgueil personnel, puis faire comme, je vais me battre, je vais voir où est-ce que ça va m'emmener, puis de ce comportement-là, aussi bizarre ça peut se paraître, j'ai pas aimé pantoute l'attitude de Kevin, mais une chose quand même on peut pas y enlever, il se bat. Il essaye. Puis je l'ai critiqué pour être retourné avec OD chez nous, je l'ai critiqué pour Big Brother Célébrité, mais on peut pas y enlever le fait qu'il essaye, il veut. Je considère que ses motivations sont mauvaises, mais il veut, ça c'est clair. Fait que bref, je pense plus qu'on ait personne qui va partir, peut-être une personne encore qui pourrait être une surprise, qui va comme s'avouer vaincu, qui va accepter son sort ou des choses comme ça. Ça, on risque de voir ça, mais quelqu'un qui va demander de se faire éliminer, ça me surprendrait. Mais gardez en tête qu'il en reste quand même encore 3 sur ma liste qui, en mon sens, ont potentiellement la chance d'abandonner. Je pense que Kim va poursuivre, Jean-Thomas, je pense Richardson, François Lambert. Ça, c'est des locks que je pense pas qu'ils vont abandonner, peu importe. Les autres, j'ai un doute. Ensuite de ça, il y a eu Lisanne qui a parlé qu'elle allait voter pour Jean-Thomas au-dessus des autres. C'est sûr, ça l'a fait une bonne flèche sur Jean-Thomas. Mais je vais revenir par rapport à Jean-Thomas puis la façon dont il deal sa game. C'est la grosse conversation, les gens m'en parlent beaucoup. Si j'analyse ce que Jean-Thomas fait, je pense qu'il a une bonne vision du jeu. Dans le sens, il comprend certains éléments du jeu. Mais sa compréhension versus son application, c'est deux choses. Et donc, quand il nous parle, on a l'impression que c'est un bon joueur. Et je vais vous le donner. Ça, c'est clair que quand il discute des stratégies, de ce que les autres vont faire, ce qu'ils devraient faire, il semble bien le comprendre. Mais quand tu arrives en application, c'est là que ça se gâche. Et là, cette semaine, une des choses que les gens me parlaient un peu, c'est... puis je vais prendre la quote, mais il y en a eu plusieurs, mais j'ai gardé celle de Rock'n'Roll, qui m'avait écrit « Sébastien, oublie pas que Marie-Mé avait spoilé avant la compétition du titre de patron. » Parce que une des choses que j'avais critiquées la semaine dernière, c'est le fait que Jean-Thomas avait gagné le titre de patron alors qu'il n'avait pas de besoin.
Et dans mes notes, j'avais gardé une note par rapport au fait que Marie-Mé avait spoilé le fait qu'il y avait un avantage. En fait, qu'il y avait un avantage, j'avais pas noté Marie-Mé, mais qu'il y avait un avantage important cette semaine avec le titre de patron. Alors, et aujourd'hui, je veux vous ramener à la semaine passée quand j'ai dit ça. Parce que ma note disait très bien que peut-être que Jean-Thomas avait gagné son titre de patron légitimement pour avoir un pouvoir spécial. Et donc, il y avait un aspect stratégique en arrière. Et cet aspect-là, je le comprenais. OK? Mais qu'on le veuille ou non, la note que j'avais prise, c'était le fait que je comprends le fait que tu veux pas te risquer. Il y a un pouvoir spécial, t'es insécure, parce que veux pas, ça devient de l'insécurité. Tu sais, je veux dire, c'était pas pour faire quelque chose d'extraordinaire avec son move. Il l'a démontré avec les gens qui voulaient placer sur le bloc pour l'élimination au départ. Mais donc, on revient sur le fait que il peut arriver et dire je suis un peu en danger ou je suis potentiellement en danger. Donc, je ne veux pas prendre la chance avec un pouvoir spécial de me retrouver là. Par exemple, ça aurait pu être n'importe quel type de pouvoir de dire il n'y a pas de veto. Donc, tes nominations sont finies, finales. Ça aurait pu être de dire le patron, si le veto est utilisé, ça enlève les deux personnes et le patron doit choisir deux nouvelles personnes. Peu importe le type de pouvoir. Mais tu ne veux pas te retrouver dans une situation où est-ce que potentiellement il y a un pouvoir comme ça qui est joué puis te prennent de court parce que tu ne l'as pas vu venir. Donc, de ce côté-là, je comprends cette logique-là de donner du crédit à Jean-Thomas en disant il a peut-être essayé pour ça. La contrepartie de cette stratégie-là, et ce qui me fait croire que Jean-Thomas n'a pas pensé comme ça, c'est le fait que dès qu'il gagne le titre de patron, directement après le titre de patron, alors qu'il ne connaît pas encore le pouvoir qui est joué, tout de suite, il se met sur un pied de guerre pour éliminer Maxime et pour essayer de convaincre Richardson de le mettre sur le bloc. Pourquoi ça a de l'importance? Ça a de l'importance dans le sens que si tu considères fondamentalement qu'un pouvoir important va changer la game et peut potentiellement te mettre dans la merde si tu ne gagnes pas le titre de patron et que tu donnes énormément de crédit à ce pouvoir-là, pourquoi tu montes tes cartes par rapport aux nominations que tu vas faire avant de savoir c'est quoi ton maudit pouvoir? Ou avant de savoir le pouvoir? Parce qu'au fond, le pouvoir aurait pu très bien être de dire le patron, t'es safe, mais la maison est divisée 2-2, à moitié-moitié, par le pur des hasards. Les deux équipes vont compétitionner ensemble et tu es obligé de mettre 3 personnes de l'équipe perdante au balotage. Et là, tu te retrouves avec une équipe où tu aurais eu Kevin, François puis Manu. Fait que pourquoi tu te mets une cible davantage dans le dos en faisant déjà ton démarchage à l'avance, de dire on élimine Maxime, de pousser Maxime, de faire ta démarche de discussion avec Richardson et de déjà mettre en place les deux nominés que tu vas avoir sans même savoir ce qui va se passer de ta semaine. Et c'est cet élément-là qui, pour moi, démontre que Jean-Thomas n'a pas gagné le titre de patron avec ce pouvoir-là en tête. Parce que s'il l'avait eu en tête, moi, à mon sens, j'aurais gardé mes cartes le plus proche possible de mon torse en me disant, ne sachant pas ce qui peut arriver et ayant gagné le titre de patron justement pour éviter qu'il arrive une merde que je suis pas capable de gérer, ben je dirais pas mes nominations à l'avance. Tes alliés peuvent se douter, peut-être, mais tu commences pas à en parler ouvertement. Tu commences pas à mettre tes pions en place. Toi, ta discussion pourrait très bien être de dire à tes alliés, bon, je vais suivre le plan normal que je voulais mettre en place, mais on va voir avec le pouvoir. Tu te gardes une porte ouverte. Tu vas pas voir Richardson puis dévoiler tout ton plan sans même savoir le pouvoir. Peut-être que Richardson va avoir plus de pouvoir que toi cette semaine. Peut-être que le pouvoir va être d'arriver puis d'avoir justement pas 3 mais 4 personnes sur le bloc. Ça aurait pu être tellement de choses.
Pourquoi te compromettre dès la première journée, dès que tu gagnes ton titre de patron? Et c'est pour ça que moi, dans ma tête, s'il a pensé au pouvoir quand il a gagné le titre de patron, alors ce move-là était bon, mais sa stratégie d'après était nulle, ou il a juste pas pensé. Pour moi, c'est un ou l'autre. C'est pas genre, il a pensé, il l'a bien appliqué, puis il a bien fait sa stratégie après, ça marche pas. Il y a un illogisme quand même entre le fait d'arriver puis de vouloir le titre de patron pour prévenir le pouvoir et en même temps d'appliquer ta stratégie banalement, normalement avec tes nominés. Pour moi, ça fait pas de sens dans une semaine de même si le pouvoir est vraiment quelque chose qui te gruge. L'autre élément est que, comme je vous disais un peu plus tôt, s'il l'a gagné dans cet esprit-là qu'il avait peur du pouvoir, ben c'est de l'insécurité, c'est de la paranoïa. Je vous dis pas qu'il avait pas raison de l'être, mais ça démontre que quand il n'a pas le contrôle d'une situation, il est extrêmement insécure. Vous voyez un peu François Lambert qui a comme un je m'en foutisme. Il est prêt à faire face à la musique s'il arrive de quoi. Il inspire confiance. Jean-Thomas, complètement à l'opposé. Dès qu'il n'a pas le pouvoir, dès qu'il n'a pas le contrôle des situations, on le voit nerveux, on le voit brouillon, on le voit se démener, puis pas être bon sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, sur les actions qu'il pose. Et de ce côté-là, j'ai comme cette impression-là que malheureusement, il n'a pas gagné le titre de patron nécessairement dans l'optique du pouvoir, mais beaucoup plus parce que là, il sentait un peu plus la soupe chaude à cause de Lisandre. Il n'a pas voulu prendre de risques, mais c'était vraiment un manque de confiance et ça démontre qu'il ne contrôle pas tant que ça sa game. Sa game est basée en partie émotionnellement sur la façon dont il réagit face aux situations. Ensuite de ça, fait que ça fait le tour un peu de Jean-Thomas. Je pense que cette semaine, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On a eu François Lambert qui a gagné le titre de patron, nouvelle semaine. Il voulait pas. On a eu Rosalie Demers, puis vous avez été plusieurs aussi à m'écrire comme en privé. Crois-tu que François Lambert s'en voulait réellement d'avoir gagné le titre de patron? Je pense que oui. Parce que de la façon qu'ils l'ont expliqué, ça faisait du sens dans le casting plate et insignifiant qu'ils sont. Je vous explique pourquoi. Vous êtes dans une grosse famille d'amour. OK? C'est plate, c'est ennuyant pour nous autres. Mais je vous reprends votre exemple de tantôt, vous cueillez des petits cocos de Pâques ensemble. Et eux autres, pour X, Y raison, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu avant, mais que ça a été montré un peu plus cette semaine, c'est que Emmanuel voulait sacrer son camp. Et tout le monde, en tant que consensus, ont fait « Ouais, peu importe qui gagne le titre de patron, Emmanuel peut partir. On va lui donner son souhait, on va lui accorder son souhait. » Alors, c'est-tu logique dans une situation de même de gagner le titre de patron? Pour un individu comme François Lambert, non. Pourquoi? Parce que le gars se sent très sécure. Le gars a confiance en lui, a confiance en ses aptitudes, et donc arrive dans une situation de même, et pour lui, gagner le titre de patron, c'est un titre de patron qui est perdu. Si tu provoques rien. C'est un titre vraiment... Cette semaine, c'est vraiment un titre perdu dans le vide pour François Lambert. Bon, dépendamment de la marde qu'il a pu pogner par la suite, mais mettons pour l'élimination, c'est certain que ça va être Emmanuel Auger, même si il pourrait techniquement faire un coup d'éclat cette semaine. Ils le feront pas à cause de la belle petite famille, cute, adorable. On respecte le souhait de chacun, puis on veut pas faire de trouble, puis on veut pas que les gens nous haïssent, puis on veut pas... Mais c'est de la merde! Ok, c'est vraiment merdique, insignifiant et plate pour la TV. Mais c'est comme ça qu'il se comporte. Donc, ça fait en sorte que François Lambert perdait sa semaine. Fait que je pense que François Lambert s'en voulait par rapport à son alliance. Peut-être qu'il en a mis un peu plus pour son alliance, mais je pense que fondamentalement, connaissant, ou en tout cas, évaluant le joueur qu'il est depuis le début, je pense qu'il s'en voulait surtout parce que il vient de se scraper un titre de patron pour rien.
Dans le sens qu'il aurait pu gagner la semaine prochaine, et la semaine prochaine, il aurait pu faire un move, il aurait pu faire de quoi. Il aurait pu aussi laisser les autres joueurs faire la marde. Là, il fait un move que tout le monde accepte banalement, de façon insignifiante. On élimine Emmanuel, ça ne donne rien, ça ne l'avance pas vraiment dans le jeu. Ça ne le protège pas plus la semaine prochaine, ça ne fait rien par rapport à son jeu, à lui. Ça ne procure aucun revirement de situation, il ne gagne aucun crédit dans la situation, il se met juste un peu plus en danger la semaine prochaine. Il n'y avait absolument rien à gagner cette semaine, honnêtement. Oui, hypothétiquement parlant, il aurait pu avoir un pire scénario comme Camille qui aurait pu gagner et que Camille décide de faire comme moi je m'en fous ce qu'Emmanuel Auger fait ou dit, je vais mettre Jean-Thomas contre François Lambert. Ça aurait pu arriver. Mais les chances étaient très faibles, surtout qu'elle voulait voir Manu se faire sortir depuis longtemps. Fait que même elle voulait pas gagner le titre de patron, elle voulait le laisser soit à Maxime ou à Richardson, de ce qu'on en comprend. Personne ne voulait gagner le titre de patron. Ou presque, probablement. Fait que, en mon sens, le fait d'arriver puis de le gagner, c'était un peu une perte de pouvoir inutile. Honnêtement, je pense que François Lambert doit l'avoir vu comme ça. C'est comme ça que moi, je l'aurais vu de mon côté. Fait que moi aussi, je m'en serais probablement voulu, surtout sur une erreur de calcul comme ça. Mais je suis d'accord, par contre, avec Kim ou avec... quand Kim disait c'était facile perdre ce challenge-là, François Lambert, il n'a pas voulu avoir l'air d'une merde en le perdant. Et c'est ce qui l'a fait gagner. Mais je pense que c'était... je pense qu'il l'a vraiment gagné par la porte en arrière. Il n'avait pas l'intention de le gagner, honnêtement. Ensuite de ça... bon, avec François Lambert, toujours, son fils, sa situation avec son fils. Et je comprends pas que la production a laissé passer ça. Honnêtement, puis il y a une autre affaire aussi avec... ben, il y a quand même plusieurs éléments avec la production. Je vais surtout mettre l'énergie sur le message de son fils. Habituellement, dans n'importe quelle télé-réalité, les messages de la famille, des amis ou peu importe, ou la présence de ces gens-là est très surveillée. C'est très analysé. Parce que même aux États-Unis, il y a eu quand même des cas où ce que les joueurs ont, par la bande, utilisé la stratégie des messages de leurs proches ou de la présence de leurs proches pour provoquer des situations alors que la production n'était pas au courant de tout ça. Un des meilleurs exemples, Johnny Fairplay, Survivor 7, son ami qui vient le visiter, lui annonce le décès de sa grand-mère. Johnny Fairplay pleure, puis utilise sa grand-mère stratégiquement dans le jeu par la suite, alors que c'était même pas vrai. C'était un mensonge. Donc l'ami a emmené ce mensonge-là dans le jeu et la production n'était pas au courant. Evil Dick, saison 8 de Big Brother US, qui, quand il gagnait le titre de patron, recevait des lettres, je pense que c'était des lettres d'un de ses chums de gars, il disait comment que ça allait, et dans les lettres, il avait un code pour savoir quel joueur il devait surveiller ou quel joueur il devait essayer d'éliminer. Donc, la production ne l'avait pas vu, mais la production analysait chaque chose. Des fois, il en passe des vitres comme ça. Il y a des joueurs qui sont plus brillants que la production. Mais dans le cas actuel, que la production a laissé passer le message du fils de François Lambert me sidère complètement. Puis même s'il dit que la production a eu l'air d'en couper un bon bout, il y a un bout qu'ils ont quand même laissé. Et c'est ce bout-là que je me questionne pourquoi. C'est comme, tu veux rendre la game plus difficile envers François Lambert, Moi, j'ai eu l'impression qu'il voulait essayer de provoquer quelque chose avec le message du fils. C'est-à-dire que le fils a fait un message qui, pour une raison ou une autre, il disait ça à son père. Peut-être qu'il pensait que c'était un message que son père écouterait en privé ou peu importe. Et donc, la production a vu cette opportunité-là de se dire, ben ça pourrait peut-être shaker un peu les alliances, ça pourrait peut-être shaker certaines affaires dans le jeu si on laissait le message. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est exactement comme les compétitions bâtards qu'ils font sur le site des fois pour rire ou bon, on prenait Jean-Thomas avec son repas dégueulasse au début du jeu ou autre. Pour moi, c'est comme une façon de t'impliquer dans le game
en ajoutant un élément extérieur que tu n'es pas censé ajouter qui cible un joueur en particulier. Si c'est quelque chose qui cible tout le monde, par exemple, si la production avait fait un message et que chaque membre de famille disait quelque chose genre qui décrivait le type de game de la personne de leur famille qui est dans le jeu, peut-être. Je me dirais, bon, au moins c'est fair. Tout le monde a eu un message, puis tout le monde verrait ça différemment, tu sais, de dire, ouais, Richardson, super drôle, les gens t'aiment, tu peux gagner à la fin, Jean-Thomas, t'es un bon joueur, tu joues bien, puis tu peux gagner à la fin, Kim, malgré toutes les trahisons, t'as encore des chances, puis que chacun avait eu un message un peu bizarre de même, mais qui a ramené l'aspect de la vision de victoire que chacun a. Bon, moi, je me dirais, c'est fair parce que ça a été fait envers tout le monde. Mais que là, ça ait ciblé vraiment François Lambert, j'ai l'impression que ça a comme été fait. Je vais dire quelque chose que je trouve plate à dire, mais j'ai eu le sentiment que c'était comme pour avantager Jean-Thomas. Parce que Lisande avait fait son speech contre Jean-Thomas, puis en mon sens, c'était légitime qu'elle fasse son speech contre Jean-Thomas. Et là, on dirait qu'ils ont essayé d'enlever de la pression sur Jean-Thomas, comme si la production essayait d'aider Jean-Thomas. Ça a été vraiment mon sentiment. Parce que pour moi, le joueur qui peut contrer Jean-Thomas le plus, c'est François Lambert. Qui peut vraiment être vu comme le plus stratégique du jeu, c'est François Lambert. Sauf que la production semble ne pas aimer nécessairement François Lambert. Ne considère pas que ça ferait nécessairement un bon gagnant. Et peut-être que François Lambert ne pourra pas gagner non plus. Tandis que Jean-Thomas a plus de chance. Et je pense que la production essaye de mettre un peu d'énergie dans cette direction-là. Et ça me fait un peu chier. J'espère que c'est pas ça, mais c'est quand même le sentiment que j'en ai eu pareil. Tu sais, de mettre de la pression sur François Lambert qu'il faut qu'il zigzague un peu plus et que ça peut provoquer quelque chose et que François Lambert pourrait potentiellement se faire éliminer. Parce que François Lambert avait réussi jusqu'à maintenant à se tenir un peu plus à l'écart et ne pas se mettre une trop grosse cible dans le dos. Les gens voulaient le mettre comme nominé, mais ne voulaient pas nécessairement l'éliminer à court terme. Ils voulaient peut-être le garder. Là, ils ont mis vraiment une cible dans le dos. Et on l'a vu avec Richardson qui dit « Je veux éliminer François Lambert ». Ça se peut que c'était un sentiment qui était là d'avant, mais je pense que ça l'a amplifié. Puis je trouve ça malheureux un peu que la production ait permis ça. Puis ça aurait été comme ça pour n'importe quel autre joueur. Ça avait été Kim, ça avait été Jean-Thomas, ça avait été Camille. Je trouve ça plate. Parce que je trouve qu'il y a un certain favoritisme ou un défavoritisme pour un joueur. Puis, je vous l'avais dit, quand ça avait été à la compétition du repas de Jean-Thomas, j'avais trouvé ça plate que la production aille dans cette direction-là par rapport à Jean-Thomas, parce que ça le désavantage, les gens, ils faisaient moins confiance. La production ne devrait pas intervenir dans ce sens-là, ils devraient essayer de faire en sorte que le jeu reste toujours neutre, ou le plus neutre possible. Donc, ça, c'était la deuxième chose avec François. On a eu, la boîte noire. Autre élément cette semaine, la fameuse boîte noire. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va provoquer? Je vous dirais que la boîte noire, moi, je l'ai analysée d'une autre façon. Parce que les gens analysent beaucoup de dire « Oh mon Dieu, ça va avantager pour un titre de patron, puis tout. » Bon, ça, c'est correct. Mais je l'analyse aussi que c'est une façon pour la production d'un peu faire ce qu'elle veut, dépendamment de qui elle veut voir gagner. Je m'explique. Les indices qu'ils ont donnés ou les avantages qu'ils ont apportés avec la boîte noire, on s'entend que ça peut être à peu près n'importe quoi. Je veux dire, tu as le 5 minutes avec la rallonge. Ça peut être, comme il disait, de l'électricité. Tu as la chance d'avoir de l'électricité. Tu as 5 minutes d'électricité dans une pièce noire. C'est possible. Ça peut être aussi un 5 minutes de laps de temps que tu as de plus. Compétition d'endurance, compétition peu importe, puis il y a un 5 minutes de rallonge qui t'est offert. Peut-être une compétition de... puis on l'a déjà vu je pense dans certaines compétitions Big Brother US, comme quand ils remplissaient le contenant. Mettons quand ils ont fait ça avec le bonhomme de neige entre autres, t'as comme à peu près l'équivalent de, exemple, 5 minutes de verser du stock dans ton bonhomme de neige, ou t'as 5 minutes avant
que les autres startent qui pourraient arriver puis qu'ils pourraient verser, ou tu as 5 minutes après que la compétition soit finie. Mettons que quelqu'un autre que toi gagne. Toi, tu as encore 5 minutes pour le rattraper, puis si tu le bats dans le 5 minutes, tu gagnes. Tu as plusieurs choses comme ça. Les mitaines, c'est un peu pareil. C'est comme... C'est pour du froid. Encore là, ça pourrait être une compétition, comme je vous dis, comme avec un sol glacé, genre patinoire, qu'il faut que tu remplisses de l'autre côté. Je trouve que ça ferait un certain sens. Mais ultimement, on spécule. Mais au final, c'est la production qui décide de la compétition. Et s'ils considèrent de dire, ouais, on veut pas vraiment Kim, ben ils peuvent faire aller le 5 minutes comme ils veulent. Je veux dire, c'est le 5 minutes avec une rallonge, il peut y avoir plusieurs compétitions qui fit avec ça. Et peut-être que le 5 minutes va être beaucoup moins important que, exemple, les mitaines. Peut-être que les mitaines vont être un privilège qui va être beaucoup plus important dans la compétition que la rallonge. Peut-être que la production va s'arranger pour faire en sorte que les mitaines soient plus importants que la rallonge. Le 5 minutes n'aura peut-être pas d'importance comparé aux mitaines. Je vais vous prendre un exemple. Mettons, encore là, j'invente des choses, mais exemple, la notion de temps. Vous avez votre notion de temps que vous avez un 5 minutes supplémentaire par rapport aux autres joueurs pour compétitionner. Dès qu'il y a un gagnant, tu as 5 minutes de plus quand même pour le rattraper puis gagner au-dessus de lui si tu réussis dans le 5 minutes. Mais sa compétition, c'est de transporter des blocs de glace gelés puis qui fait fret. Là. On s'entend-tu que des mitaines, là, ça va être beaucoup plus attrayant et beaucoup plus efficace que ton 5 minutes? Parce que si ta compétition dure 2 heures, là, à soutenir des blocs de glace, je peux vous garantir que c'est pas 5 minutes qui va jouer probablement dans la balance à la fin. Et c'est pour ça que la production peut agencer ça comme elle veut, un peu. Donc, si elle voit dire, ouais, voir Richardson être patron, là, ça serait le fun, ben, ils vont peut-être agencer la compétition par rapport au pouvoir qu'ils ont donné. Et peut-être que si Kevin avait gagné un pouvoir, il aurait dit, ah, ben on sait pas ce que Kevin va faire, boum, on va y faire ça, on va lui donner tel type de pouvoir, on va lui donner tel... Et ça peut être quelque chose de même aussi. Fait que je pense que la boîte noire, c'est un peu une façon d'aider un joueur. Beaucoup plus que de dire, on distribue aléatoirement des pouvoirs ou n'importe quoi parce que la production peut agencer ça. Il y avait quand même à la base, même si ultimement il y a eu 2 pouvoirs qui sont allés à Richardson, mais à la base, la production avait quand même la possibilité que 3 joueurs aient des pouvoirs. Et donc, c'est facile de dire, on veut pas Jean-Tom en tant que patron, on veut pas Kim en tant que patron, on choisit le 3e, peu importe c'est qui, ça va provoquer quelque chose. Et donc, de bâtir la compétition par rapport à son pouvoir, tout en n'excluant pas les 2 autres. Que les 2 autres aient une importance, mais beaucoup moins que le 3e, par exemple. Ça aurait pu être quelque chose d'aussi banal que ça. Fait que c'est pour ça que la boîte noire, je vois ça comme une façon pour la production de se donner une marge de manœuvre pour le titre de patron. Beaucoup plus que l'inverse. Que ce soit les joueurs qui se permettent et que l'acquisition de ces pouvoirs-là était importante. Moi, je considère que c'est la production qui a le dernier mot dans ce contexte-là. En parlant de compétition, un deuxième Otev. Puis c'est pour ça que je vous disais qu'on pourrait avoir une deuxième compétition ce qui glisse pour essayer de remplir quelque chose. Deuxième Otev. Je comprends que ta compétition est aimée. Je comprends que c'est une compétition légendaire de Big Brother US. Je comprends que c'est un fan favorite. Mais tu fais 2 Otev dans la même saison, je sais pas, ça a sonné faible à mes oreilles. Ça a sonné très faible. Quand j'ai vu le deuxième Otev, je regardais vers l'écran, je suis comme, what? Là j'essayais de me rappeler de me dire, mais ils ont déjà fait un Otev. Ils ont-tu déjà fait un Otev? Ouais, mais ça, ils ont fait un Otev. Puis là, j'ai eu un doute dans ma tête de me dire, je confonds-tu avec Big Brother US? Je suis comme, non, ils ont fait un deuxième Otev dans la même saison. Je sais pas si c'est un manque de budget ou de créativité, mais un dans l'autre, peu importe. Je pense pas que ça soit de budget parce que c'était quand même une belle compétition, mais le côté créativité, par contre, je suis moins sûr un petit peu. Fait que, et je pense qu'en arrache déjà essayé de rendre le show intéressant. Je pense que malheureusement, ils ont délaissé le côté compétitif en arrière.
Et là, évidemment, je tombe sur les deux sujets un peu plus... Ben, en fait, il y en a un que je pense qu'on n'élaborera pas tant que ça, mais évidemment, je tombe sur Kevin, la confrontation de Kevin à la fin pour ses pouvoirs. Beaucoup de gens en ont parlé. Moi, je voyais ça beaucoup sur les réseaux sociaux. C'était beaucoup sur la tombe de Kevin, Camille, qui avait raison, qui avait tort. Et je pense que Camille a été épaisse, dans le sens de dire, puis je parle pas par rapport au pouvoir. Je pense que Camille a été épaisse dans le sens que, malheureusement, Kevin était complètement aveuglé par elle. Elle aurait pu faire n'importe quelle bassesse. Pourquoi tu t'acharnes sur lui? Pourquoi tu le mets en crise, lui? Tu le vois que le gars, il est en amour par-dessus la tête avec toi. Tu le vois que le gars, là, il réfléchit pas stratégiquement, pas en tout quand t'es là. Il est pas capable. Et la seule personne que tu essaies de faire chier là-dedans, c'est lui. Ça avait été Kim, ça avait été Jean-Tom. Je comprends pourquoi que Camille se serait acharnée autant à les faire chier. Honnêtement, j'aurais pu comprendre. Quand on parlait de l'alliance, on sait bien l'alliance de ci, de ça. Mais Kevin, c'est comme ton petit chien. S'il gagne le titre de patron, il te mettra pas au balotage. Elle se bat. Elle se bat comme avec l'énergie du désespoir sur Kevin. Alors que Kevin avait en tout cas, à ce moment-là, avait aucune intention de la mettre au balotage. Oui, il aurait probablement mis Richardson versus Maxime. Il y a des grosses chances que c'est ce qu'il aurait fait. Mais toi, Camille, t'aurais été safe. Puis peut-être qu'il serait allé contre son alliance. Peut-être qu'il aurait vu l'opportunité de dire, écoute, peut-être que le monde l'aurait poussé dans son alliance à dire, non, faut que tu mettes Camille, faut que tu mettes Camille. Et peut-être que finalement, il aurait fait comme, oh ben regarde, ils me font trop chier, je mets Kim contre Maxime. Juste parce qu'ils l'ont fait chier. Mais non, Camille voit le Kevin qui s'entête, au lieu d'arriver de faire comme, ouais, moi je suis avec Kevin, Kevin, il peut l'avoir, il a été fin jusqu'à maintenant. Ben non, elle l'envoie chier, elle est sur son cas, stratégiquement là, t'es pas là ma fille là. Le seul gars de cette alliance-là, la seule personne de cette alliance-là, qui ne veut pas éliminer Camille, c'est lui, pis c'est sur lui que tu jettes ton dévolu. Puis que tu jettes ton dévolu négatif, tu le rabaisses, tu le plantes, tu le critiques, tu fais tout et tout. Et c'est le seul qui est de ton bord de cette alliance-là. C'est le seul qui est potentiellement un sac gonflable dans un char qui peut peut-être te sauver la vie. Puis c'est celui que tu jettes ton dévolu pour le faire chier. Fait que l'aspect stratégique de Camille, nul à chier. Honnêtement, là, c'était... Je me fais spammer, là. Un temps, j'étais comme, Camille, femme ta gueule. Tu vois pas que le gars, il est de ton bord. T'sais, laisse les autres bâcher dessus. Ça, c'est une chose. Si tu veux laisser les autres bâcher dessus, pas trop prendre sa défense ou prendre un peu, c'est correct. Mais tu peux-tu pas être le lead qui le plante systématiquement durant sa conversation? Qui ait raison, qui ait tort, tu t'en fous, ma grande. Laisse-les se planter tout seul. Dans le pire des cas, ils se plantent, puis le monde l'haït. Dans le meilleur des cas, ils gagnent le titre de patron, puis ils te sauvent. Non, Camille a pas compris ça. Par contre, puis c'est pas parce que Camille a pas compris ça que ça fait en sorte que Kevin était intelligent dans ce qu'il faisait. Puis il faut s'entendre là-dessus. Parce que, malheureusement, le problème de Kevin, il devient émotif par rapport à ses défaites. Et il veut gagner. Il sait pas pourquoi, il sait pas... Il voit pas plus loin que juste le fait de dire « je vais gagner là ». Puis c'est ça le gros problème de Kevin. Il n'y a pas une vision long terme du jeu. Il n'y a pas la vision de... Il a beau en parler, de dire « ben là, moi je m'approche de la fin, je veux gagner ». Non, tu veux pas gagner. Tu joues comme un pied pour gagner. Tu t'approches de la fin, oui,
mais par la porte d'en arrière. Et quand tu vas te rendre à la fin, si tu te rends à la fin avec une attitude comme ça, tu vas perdre de toute façon. Fait que peu importe, t'es perdant quand même. Puis je comprends pas cette frustration-là de vouloir absolument gagner un pouvoir qui te met dans la merde. Parce que, ultimement, que ce soit le veto, que ce soit le titre de patron, c'est pas des pouvoirs qui sont nécessaires. Si tu joues bien ta game, t'as pas besoin de les gagner. Au contraire, même, de ne pas les gagner pendant un certain temps peut emmener justement le fait de personnes à te sous-estimer. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile quand tu es rendu dans les 4-5 derniers de donner une go puis d'essayer d'en gagner 2-3 en ligne puis de te sauver le cul jusqu'à la fin. C'est plus facile d'agir de même. C'est plus légitime de le faire de même. Mais là, de t'acharner à vouloir gagner un pouvoir, ben c'est un peu niaiseux. Et je vais vous prendre un peu le... Et puis, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'autres joueurs qui ont mis d'en face. Peut-être qu'ils voulaient pas trop jeter de l'huile sur le feu ou peu importe. Mais, ultimement, mettons que tu gagnes, tu sais, il te donne le pouvoir. T'as le pouvoir. Puis tu gagnes le patron. Ben, quelque part, t'as gagné le titre de patron par la porte d'en arrière, encore là. Et c'est pas une victoire... comment je pourrais dire ça, donc? Significative du sens de dire que tu l'as pleinement mérité. Puis je vais vous faire un parallèle. Puis je pense que j'ai pas fait la critique dans ma vidéo, mais The Winners at War dans Survivor, j'ai adoré comment que Nathalie s'est battue dans Winners at War. Mais sur la dernière compétition, est-ce qu'elle avait un paquet d'avantages pour s'aider dans la compétition pour revenir dans le jeu? Ben j'ai trouvé ça insignifiant. J'ai trouvé qu'elle... oui, elle s'est battue, mais j'ai pas trouvé ça impressionnant. Puis dans ce contexte-là, si tu gagnes le titre de patron à cause du pouvoir que tu as obtenu, ben je considère que tu l'as obtenu un peu par la porte en arrière, ça te donne pas énormément de crédit. Ça, c'est ma perspective. En plus que ton titre de patron, tu risques de le perdre en mettant au balotage Maxime contre Richardson. C'est pas... À moins que Kevin nous sortirait un lapin de son chapeau puis il mettrait François Lambert contre Jean-Thomas, ça me surprendrait. Mais tu vas... C'est un peu comme François Lambert qui a perdu son titre de patron cette semaine, ou même Jean-Thomas la semaine passée, c'est de dire, j'utilise mon titre de patron. Ben, Jean-Thomas l'a pas perdu à cause que ça a été Lisande puis Claude qui est parti, mais à la base, il voulait le perdre en mettant Maxime contre Richardson. C'est comme de dire, tu veux perdre ton titre de patron alors que tu pourrais perdre le titre de patron la semaine prochaine, laisser quelqu'un d'autre faire le déblayage sale, parce que tu sais que Camille Richardson et Maxime, s'ils te mettent au balotage, ça va être vraiment en tant que pion et non pas comme cible principale. Tu peux te gagner une semaine sans avoir de sang sur les mains, sans avoir trahi personne, sans te mettre de pression. Facilement, tu peux t'en sortir. Fait que tu perds ton titre de patron pour rien. T'élimines pas de gros joueurs, t'élimines personne d'importance durant ton règne. Ben, personne d'importance, on s'entend. Je veux dire, en tant que compétiteur, je veux dire, tu ne provoques rien d'impressionnant. Fait que ton titre de patron est complètement perdu de ce sens-là. Tu ne peux pas jouer ton titre de patron la semaine suivante, ce qui peut être une semaine beaucoup plus décisive, où ce que là, le nombre de joueurs va être tellement limité que tu peux potentiellement te faire sortir. Tu as une chance de te faire sortir, surtout si tu as gagné un titre de patron la semaine d'avant, surtout si tu t'es mis une cible dans le dos avec ton titre de patron, s'il y a quelqu'un... Je veux dire, t'es rendu à cette semaine-ci où ce que tu gagnes ton titre de patron, tu mets 2 personnes sur le bloc, il y en a une des 2 qui se fait enlever, tu remets une autre personne sur le bloc. Tu t'es mis 3 personnes à dos, il y en a une qui est éliminée, tu as quand même encore 2 joueurs dans le jeu qui sont contre toi, potentiellement, qui veulent te sortir. Ton ratio, il est quand même faible. Tu commences à être rendu, quand lui il aurait son titre de patron puis que la personne serait éliminée, il serait plus rien que 6. 2 personnes sur 6 qui veulent ta mort, puis toi, tu peux pas jouer au titre de patron. Je sais pas, le calcul mathématique, pour moi, il fit pas. Là. Que le tiers de la maison veut ta mort... Je me poserais des questions de me dire, c'est-tu rentable vraiment d'aller à la guerre pour le prochain patron pour ça? Ça, c'est la première étape de s'il le gagne. S'il le perd avec l'avantage, ben pour moi, il a l'air encore plus d'une merde.
il a l'air encore plus pathétique en tant que joueur. Même avec un avantage, il est pas foutu de gagner un titre de patron. Fait que moi, la victoire de Kevin dans cette situation-là, moi, je la vois pas. Je suis pas capable de l'envisager. Je regarde ça puis je suis comme, mais pourquoi t'insistais autant? T'sais? Tu peux faire valoir ton point au début de dire, ben, ouais, moi, j'aimerais ça l'avoir, j'ai pas eu grand-chose. Puis les autres disent, non, ok, parfait. Tu fermes ta gueule! Ferme ta gueule! Non, le gars, il était trop émotif. Il voulait son maudit pouvoir. Je sais pas si c'est parce qu'il sent la soupe chaude. Peut-être qu'il fait comme, il faut que je joue, il faut que je fasse de quoi si je veux gagner. Peut-être. Mais man, ça a été tellement contre-productif. Il a eu l'air d'un joueur de bas étage. Il a eu l'air d'un joueur brouillon, comme ça avait pas de maudit bon sens. Puis le pire, c'est que Kevin était dans mon optique à moi, un joueur qui pouvait potentiellement, avec un gros guillemet ici, là, potentiellement réussir à renverser la vapeur puis peut-être gagner, dépendamment contre qui il se retrouvait à la fin. C'est un long shot, là. On s'entend que c'était pas un parcours facile pour obtenir ce résultat-là, mais il y avait une possibilité. Et il scrape tout ça, ça va être extrêmement dur pour lui de se relever de ça. Et rendu dans la situation actuelle, il faudrait que Kevin gagne un paquet de patrons, un paquet de veto dans ce qui reste de compétition, que ce soit lui qui cause la perte de François Lambert, de Jean-Thomas, de Kim. Il faudrait qu'il se ramasse à la fin pratiquement contre Camille ou contre Maxime Landry. Peut-être contre François Lambert, mais là, il faudrait qu'il fasse quasiment une game parfaite rendue là. Puis Kevin n'a pas les capacités intellectuelles ou stratégiques pour faire une game parfaite. C'est bien dommage, mais il est pas en contrôle de la game, pas en tout. Fait que je pense qu'on va oublier ça. Dernier élément, grande annonce de Marie-Mé. On a juste des annonces insignifiantes ou qui n'ont aucun impact sur le jeu. Fait que je m'attends. C'est ceux qui vont essayer de provoquer quelque chose. Ils veulent faire de quoi. Je veux dire, le show. Je pense que cette semaine, il y a eu des quotidiennes qui étaient en bas de 500 000 téléspectateurs. Ça fesse pour un show de cette envergure-là. Ils vont essayer de provoquer de quoi. Qu'est-ce que ça va être? Moi, je vous dirais, est-ce que la saison va être écourtée? Tu sais qu'il va y avoir un rush, mettons, un épisode avec 2 éliminations, mais comme 2 émissions complètes. Dans la même semaine, il y a 2 titres de patron, il y a 2 veto, il y a peut-être, une semaine comme en accéléré, là, qui appelle comme aux États-Unis. Ça pourrait être de changer la finale, de dire, la finale va être à 3 joueurs. Est-ce qu'ils vont aller sur l'impensable et dire, ben là, ça va être le public qui va voter? Possible, ça se peut. Je veux que vous ne perdiez pas en tête que c'est une possibilité encore. Hein. Et je vous avais dit dans mon tout premier épisode de dire, s'ils voient que le show va mal, moi je le sais, je l'ai vécu durant les années en 2010, quand il y avait eu Big Brother 2010. Quand la décision est tombée de faire comme non, il faut le remettre en vote du public parce que le show va vraiment pas bien. Je l'ai vécu. Fait, est-ce que s'il réinstalle le vote du public, c'est que le show va mal en sacrifice? Honnêtement, c'est ça. Fait que ça peut être l'ajout d'un autre pouvoir pour essayer de provoquer quelque chose. Mais on va être rendu dans les 7 derniers. Je veux dire, il commence à manquer de temps. On est rendu à mi-jeu, mais comment je pourrais dire ça? Donc, on a l'impression qu'on est rendu à la moitié de la saison, mais c'est pas le cas. Je veux dire, dans les 2 dernières semaines, ça se joue extrêmement vite. Tu fais pas une semaine, en tout cas, normalement, là, je sais pas comment eux vont le faire, mais tu fais pas une semaine complète avec 2 joueurs dans la maison. Pas plus que tu le fais avec 3 joueurs. Souvent, dans ta dernière semaine, tu passes de 4 joueurs à 3 joueurs à 2 joueurs dans la même semaine. D'habitude. Fait que pour arriver puis avoir des joueurs encore à la fin, puis avoir du stock à montrer un peu. Fait que si t'as une semaine avec 4 joueurs, 3 joueurs, 2 joueurs, ça veut dire qu'il lui reste comme 2 semaines et demie, 3 semaines dans le top pour provoquer quelque chose, pour qu'on fasse comme mais finalement la saison était pas si pire que ça.
il commence à lui manquer de temps pour mettre des pouvoirs. Fait que le vote du public est surprenamment une option que je considère beaucoup plus possible que les autres. S'ils vont là, c'est parce qu'ils sont désespérés. J'espère qu'ils iront pas là. On s'entend là. J'espère qu'ils iront pas là. Mais que ça va changer la dynamique du jeu. Une finale à 3. Finale à 3. Peut-être. Ça changera la dynamique. C'est-à-dire que tu sais, t'es François Lambert, tu veux-tu te ramasser en finale contre Jean-Thomas puis Kim? Là, la question commence à se poser beaucoup plus. Il y a peut-être des stratégies de même qui s'élaboreraient de dire OK, ben je veux être dans les 3 derniers. Contre qui vraiment je veux être dans les 3 derniers? Fait qu'il y a peut-être ça. Sinon, semaine en accéléré. Semaine en accéléré, ça peut être pas pire. On va peut-être faire une annonce juste sur le jury, comment que le jury va fonctionner. Il commence à manquer de temps pour implanter quelque chose. C'est juste ça que je veux vous dire. Fait que je considère que ce qui risque d'arriver, ça va être quelque chose de un peu insignifiant. Il y a toujours l'ajout d'un ancien joueur. L'ajout d'un ancien joueur, pour moi, est pas une stratégie que j'adopterais, mais c'est une stratégie que je verrais très bien la production de Big Brother Célébrité adopter, c'est-à-dire ramener un autre joueur du passé, faire voter le public ou peu importe, un ancien joueur. Le problème de cette stratégie-là, c'est que ça peut être payant, mais ça peut détruire ton show encore plus. Parce que le joueur qui revient va avoir tout vu les épisodes. Va avoir tout vu ce qui s'est passé. Donc, il va-tu revenir avec le couteau entre les dents, puis exposer tout le monde, de dire « Toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. » Ça peut donner un bon show, mais ça enlève de la crédibilité à ton concept. Habituellement, quand les joueurs reviennent dans le jeu comme ça à Big Brother US, les joueurs n'ont pas été exclus puis renvoyés à la maison. Ils ont été mis en quarantaine quelque part, ils ont été séquestrés quelque part dans l'espoir de revenir, puis ils n'ont pas vu aucun épisode, fait qu'ils reviennent dans le jeu un peu vierge, dans le sens que ils savent ce qui s'est passé sur leur élimination. Des fois, ils savent ce qui s'est passé avec les éliminations qui ont suivi les leurs, dans le sens qu'ils ont parlé aux autres éliminés, mais ils n'ont pas vu les séquences, ils n'ont pas vu les confessionnals, ils n'ont pas vu ces éléments-là. Fait que ça fait en sorte que ils peuvent parler de certains éléments, mais ils sont limités sur ce qu'ils peuvent parler. Tandis que là, s'ils ramènent un ancien joueur, ben là, évidemment, écoutez, quelqu'un comme Jean-Thomas, comme François Lambert, comme Kim, ils sont vraiment dans la marde, honnêtement. Parce que le joueur va rentrer puis va dire à Kevin, entre autres, va dire écoute, t'es même pas d'implant, là. Oublie ça, là. Ils veulent y aller les trois ensemble. Puis là, ça va exposer beaucoup de choses. La façon que Camille veut jouer, comment Richardson voit Camille, comment que. Et puis je trouve que c'est bâclé comme façon de faire. Fait que j'espère qu'ils iront pas dans cette direction-là, pas plus que j'espère qu'ils vont aller sur le vote du public. Mais je vous dirais que le show me lève pas tant que ça. Fait que... ils peuvent risquer n'importe quoi rendu là pour essayer de le rendre intéressant, honnêtement. Fait que la dernière, c'était une question du public que je finissais avec ça. On avait eu Fabrice Labrie qui m'avait écrit « Selon toi, quelles sont les règles à suivre ou caractéristiques idéales pour être un bon joueur dans Big Brother? » Je pense qu'il y a une caractéristique vraiment importante dans Big Brother, Survivor, peut-être moins Amazing Race, mais dans tous les shows compétitifs comme ça, et c'est réussir à t'adapter. Et c'est l'adaptation. C'est toujours une question de t'adapter face à tout ce qui t'est garoché, face aux gens, face aux situations, face au climat quand c'est Survivor, face à ce que la production va t'envoyer comme twist. Être capable de t'adapter et ne pas paranoïer, ne pas être insécure par rapport à ce qui t'envoie par la tête. Et donc, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de t'adapter dans tous les contextes. Et c'est pour ça que souvent, on voit les joueurs plus sociaux comme étant des meilleurs joueurs, souvent parce qu'ils s'adaptent aux autres joueurs. Et en t'adaptant aux autres joueurs, généralement, tu as toujours un petit plus que par rapport à n'importe quelle autre adaptation. Par contre, t'adapter au jeu en général, et puis je vais vous prendre l'exemple de mon parcours dans le loft. Je pars avec l'idée que
on est dans le Love 4 que le vote a toujours été un vote du public. Donc à ce moment-là, mon jeu d'adaptation était simple. C'était d'arriver et de dire faut que je rende le show intéressant pour le public. C'était pas pour le flouer, c'était pas pour y mentir, mais c'était comme c'est le public qui a du pouvoir ici. Qu'on le veuille ou non, c'était quand même ça. Alors que les autres joueurs, eux, avaient le concept dans leur tête que c'était ce qui se passait dans le jeu qui était important. Ils n'ont pas su s'adapter à cette notion de dire oui, il y avait une importance sur les pouvoirs, sur les choses qui pouvaient se passer dans le jeu, mais le réel pouvoir était à l'extérieur du jeu. Et les autres joueurs ont eu de la difficulté à s'adapter face à ça. Et quand je suis arrivé dans le Love 6, on a rentré et là on s'est rendu compte que le vote était à l'interne, ne sachant pas quel type de vote. Quelle a été ma tactique dans la première semaine? Ça a été de rassembler une alliance. Parce qu'il a fallu, dans ma tête, c'est comme on s'adaptait au fait que là, le vote était différent, le vote était à l'interne, et donc il me fallait le nombre numérique pour essayer de rester. Le problème, c'est que ça n'a pas marché malgré tout. Mon adaptation était bonne, mais la stratégie finale a échoué quand même. Mais ça reste quand même qu'il a fallu s'adapter, et c'est comme ça qu'il faut que tu joues le plus facilement, qui est la meilleure façon de jouer, c'est l'adaptation. C'est pas le côté je suis compétitif, je suis bon dans la compétition, ou je suis bon dans le social, ou je suis endurant, ou je suis intelligent, ou je suis stratégique. C'est pas ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. C'est vraiment comment tu t'adaptes à toutes les situations, parce que tu auras beau être ultra intelligent, c'est pas toutes les situations qui méritent de l'intelligence. La preuve, une des choses que le monde ont aimé beaucoup de moi dans l'offre, c'est le fait que, qu'on le veuille ou non, je faisais rire le public la nuit, je disais des niaiseries, je discutais, mais il y a bien des fois que c'est plate à dire, mais c'était pas nécessairement intelligent, dans le sens que des fois j'élaborais toute ma stratégie, je vous expliquais comment que ça allait, mais il y a des fois que je me faisais juste du fun, puis que je niaisais, ou quand je faisais la sap dance ou n'importe quoi, c'était des niaiseries pour m'adapter aussi dans les situations, pour arriver puis emmener du show en arrière. Fait que c'était pas toujours juste de l'intelligence pure de dire je suis ultra stratégique et ma game est que purement stratégique, parce que je pense qu'à la longue, ça aurait été plate aussi, qu'on le veuille ou non. Fallait que je sois capable de doser certains éléments. Puis dans le Love 6, c'est bizarre. Je vous dirais, à la deuxième semaine, j'ai compris un des éléments de Love Story 6, vu que tout le monde s'entretuait, tout le monde s'haïssait, il y avait tout plein d'histoires à l'extérieur. La décision que j'ai prise dans Love Story 6, c'est de dire Love Story 6 n'est pas une game où il faut performer, il faut gérer ses erreurs. C'était une game, puis je l'avais dit durant l'un de mes self shows la nuit, c'était une game où il fallait être capable de s'assurer de ne pas gaffer. Et c'est là-dessus que j'ai mis mes énergies dans le Love 6, et finalement, ça m'a rapporté. Mais il y a beaucoup de gros joueurs dans Love Story 6 qui se sont plantés par eux-mêmes. Je veux dire, il y a beaucoup de joueurs, je pense à Delphine qui s'est mis au balotage elle-même, Mathieu Baron avec ses comportements, je pense même à... on peut prendre Alexandra, Kevin Kyle qui a sacré le camp, Cass qui stratégiquement s'est planté lui-même la première semaine. C'est tous des joueurs qui ont causé leur propre défaite parce qu'ils ont mal géré leurs propres erreurs ou les choses qui... les démons des fois qui traînaient de l'extérieur ou les chicanes qu'ils avaient. Alors que moi, à un moment donné, je me suis dit, il faut juste que je gère pour pas mal paraître. Je vais juste rester un peu plus neutre et je vais voir. Et je pense que si le jeu avait perduré dans le temps, au-delà de 9 semaines, 10 semaines, je pense que ça aurait été une stratégie perdante, honnêtement. Je pense que ma stratégie venait pas mal à échéance, puis qu'il y a certains joueurs qui commençaient à me rattraper beaucoup plus vers la fin. Un peu, je pense à Arcadio, je pense à David. C'est des joueurs que je pense qui commençaient à prendre un peu plus de galons vers la fin. Ils pouvaient rattraper ma stratégie. Mais sur le temps que j'avais, je pense que c'était la bonne stratégie de faire attention aux erreurs. David avait fait l'erreur d'essayer de corrompre une petite fille, entre autres, durant l'émission. C'est toutes des choses qui ont mal passé aux yeux du public et qui ont nui à ces joueurs-là. Arcadio, avec Dominique, on s'en rappelle. La majorité des joueurs se sont nuits eux-mêmes. Alors que moi, j'ai resté stable. J'ai essayé de gérer une game.
Puis je pense que ça paraît aussi. Moins flamboyante, moins épique que le LoF 4. C'est pour ça que j'ai toujours préféré mon expérience du LoF 4. Mais j'avais pas beaucoup de possibilités dans le LoF 6. Surtout principalement parce qu'il n'y avait aucun pouvoir, il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas d'immunité vraiment. Il y en a eu 2, puis il y en a eu 3, mais en tout cas, mais il y en a 2 que j'ai vraiment plus participé, on pourrait dire. Une que j'ai eue, c'est. Puis, en fait, il y en a 2 que j'ai eu à cause de la bûche, et j'en avais une qui avait été donnée par Priscilla à la 2e semaine, vu la compétition qu'il y avait. Mais ça reste quand même que, comme je veux dire, comment je pourrais dire ça, c'est que j'ai fait une gestion davantage axée sur les erreurs dans le 6, alors que le 4 était pour me faire connaître et de défoncer des portes, si je pourrais dire. Je me suis adapté dans les 2 cas à des environnements différents et avec des personnages différents. Et il aurait fallu que je me réadapte autrement si j'avais vu que la game se serait poursuivie plus longtemps dans le 6, par exemple. Fait que adaptation, je pense que c'est le terme à garder en tête pour n'importe qui veut participer à une télé-réalité. Faut que vous vous adaptiez. Si vous avez de la difficulté à vous adapter au quotidien, dans certains environnements de travail, dans certaines situations, si vous êtes incapable de faire des compromis dans des jeux de main, moi je sais que dans ma vie normale, je fais beaucoup moins de compromis. Mais par contre, quand je suis allé dans le LoF, je savais que je devrais piler sur beaucoup de choses et essayer de mixer un peu pour faire justement, pour m'adapter dans toutes les situations possibles. Donc à ce moment-là, je pense que c'est vraiment le terme à garder en tête pour participer. Si vous avez de la difficulté dans la vie quotidienne à le faire, ça va être très difficile dans un jeu où vous êtes filmé 24 heures sur 24 avec des gens que potentiellement vous pouvez haïr. Je peux vous le garantir. Fait que, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous autres et on se dit à la prochaine. Bye bye.